je suis Caro, Bonjour, je suis Amar Japkor. Bienvenue sur le podcast au fil du yoga, podcast dédié. au yoga, à sa philosophie et à son histoire. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast au fil du yoga. Je suis Amar Japkor et Caro qui m'accompagne pour cet épisode d'aujourd'hui qui va concerner un sujet passionnant et une vraie question à se poser. Pourquoi suivre la voie du yoga ? Et oui, pourquoi suivre cette voie en particulier plutôt qu'une autre ? Donc, on va aborder plusieurs sujets et on va commencer par expliquer pourquoi on est là, pourquoi on parle devant vous, à savoir qu'est-ce qui nous a motivés, en fait, tout simplement à suivre la voie du yoga et ensuite, de ce fait-là, à créer ce podcast pour partager avec vous nos impressions et notre vie yogique. Donc, Caro, la question est pour toi. Pourquoi as-tu choisi de suivre la voie du yoga ? Au début, j'ai pas suivi de façon consciente la voie du yoga. J'ai commencé le yoga comme élève parce que j'avais besoin de faire du sport, tout simplement. En fait, c'est une des motivations qui revient le plus souvent pour les gens qui commencent à faire le yoga. Bouger différemment parce que j'avais pas le temps de faire autre chose. Et j'ai commencé par différentes formes différents types, différentes écoles, le Raja Yoga et le Hatha Yoga. Tu peux nous expliquer la différence entre ces deux écoles ? Alors, elles sont très proches. En fait, le Hatha Yoga, c'est ce que la plupart des gens connaissent, c'est-à-dire des postures que l'on tient avec le souffle, mais une respiration Ujjayi ou une respiration classique, j'inspire, j'expire. Alors Ujjayi, que le Raja Yoga, Ujjayi, c'est quoi ? Pardon. Ujjayi, c'est une respiration qu'on appelle la respiration du souffle victorieux, du guerrier victorieux. Ujjayi, c'est inspirer et expirer en contractant le fond de la glotte, de cette façon-ci. On produit ainsi le petit bruit de la vague qui vient s'échouer sur le rivage. D'autres vous diront que c'est la voix de Dark Vador. Prenez ce que vous voulez. Et en fait, le fait d'inspirer et d'expirer longuement permet de baisser le niveau du stress dans le système nerveux et d'être de plus en plus concentré et focalisé sur ce qu'on fait. Donc voilà, le Hatha Yoga, c'est plutôt cette forme-là, mais tu nous en parleras plus facilement peut-être, parce que je ne suis pas prof de Hatha Yoga et que j'ai pas poursuivi dans cette tradition-là. Le Raja Yoga est un peu différent dans le sens où en fait la respiration ce sera le plus souvent Bhastrika et Kapalabhati. Alors Bhastrika, c'est le soufflet de forge. Donc imaginez en fait le soufflet que vous activez pour faire naître le feu dans une cheminée. Ça va ressembler à quelque chose de cette façon-là. J'ai toujours trouvé ce son un peu bizarre. Et Kapalabhati, c'est la respiration du crâne brillant, c'est-à-dire que il est basé sur des expirations brèves, de cette façon-ci, en contractant le ventre. Voilà. Et c'est très intense. C'est un yoga très intense et j'ai commencé avec Lucie, qui était prof ici à Marseille, avec qui j'ai accroché, et Lucie fait partie de mes amis maintenant. Et j'ai beaucoup aimé. Et puis, un soir, je suis allée à un cours de Vinyasa Yoga. Donc, le Vinyasa est un type de yoga où on enchaîne des postures avec Ujjayi, mais c'est très, très dynamique. On reste pas longtemps dans la posture. C'est vraiment un enchaînement, un flow. Et c'était avec Amy Moonaim, qui une américaine qui vivait à Marseille. Depuis, elle est repartie vivre au Canada avec sa famille. Mais
Amy a été là et m'a enseigné le vinyasa. Et en fait, j'ai accroché parce que ça correspondait plus en fait à ce que je recherchais au niveau sportif. J'avais vraiment l'impression de me dépenser. Et puis, j'ai beaucoup aimé la façon dont, en fait, Amy enseignait le vinyasa. C'est-à-dire qu'au départ, il n'y avait pas tout ce qui imprègne en fait le yoga, je dirais au niveau spirituel. Et pour moi, c'était plus facile. Et alors, j'ai accroché, j'ai continué, j'ai suivi Amy dans le studio qu'elle a créé. Et très rapidement, en fait, je me suis inscrite à la formation de professeur de yoga en vinyasa qu'elle offrait dans son studio. Et j'ai commencé à aller quasiment tous les jours pratiquer. J'adorais les enchaînements, le fait, je me sentais bien dans mon corps, je transpirais beaucoup, j'en avais besoin en fait parce que j'ai un travail qui est stressant, qui demande beaucoup et j'avais besoin d'évacuer. Donc en fait, d'évacuer ce stress. Et puis il y avait aussi l'environnement, les gens que j'ai rencontrés pendant ces cours, cette communauté. Et Amy proposait des stages et des ateliers. J'ai fait ces stages, j'ai fait ces ateliers, j'ai rencontré des gens et on se revoyait progressivement. Et voilà. Et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. J'ai fait la formation de professeur de yoga avec elle. Ça a été difficile. Ça a été une formation de 4 semaines répartie 200 heures. Répartis sur à peu près 8 mois, où on a fait beaucoup de pratiques, beaucoup d'enseignements, de l'anatomie, beaucoup d'anatomie. On a eu un enseignement sur le Sankhya, la Bhagavad Gita et les Yoga Sutras avec du chanting, une initiation au Yoga Nidra. Je pense qu'on reviendra toutes les deux plus tard sur le Yoga Nidra. Mais ça a été très dur. J'avais l'impression que j'enlevais des pelures et des pelures. Je pleurais très souvent. Mais ça m'a fait du bien. Et puis j'ai rencontré, grâce à Amy, Jambo Trung, qui est prof de Forest Yoga. Amy, entre-temps, était devenue aussi prof de Forest Yoga. Alors, le Forest Yoga, c'est du vinyasa qui est c'est du Forest Yoga qui est basé sur de la respiration, sur un positionnement du corps aussi, où on intègre vraiment le corps de telle façon à aller dans tous ces endroits où on est, on se sent un peu étriqué, où on n'est pas bien. Donc il y a beaucoup de psycho-émotionnel là-dedans. Et c'est une façon d'enseigner qui me plaît beaucoup parce qu'en fait, elle tient compte de tous les mots modernes, la façon dont on se tient, le cou, les pieds. En fait, on n'est pas très ancré. Et dans ce yoga-là, le professeur assiste énormément de ses mains l'élève. Si l'élève accepte cette assistance, bien entendu. Ça, c'est le Forest Yoga. Il a été créé par Anna Forrest, qui est un professeur de yoga américain. Et c'est énormément teinté, alors pas de l'esprit indien de l'Inde, mais des Amérindiens, les Indiens américains. Et on fait beaucoup appel à ce qu'on appelle l'esprit ou l'âme, comme on veut bien traduire le mot spirit. Donc j'ai rencontré Jambo, qui est quelqu'un que j'adore, qui est devenu mon prof, puisqu'en fait j'ai fait une deuxième formation de professeur de yoga, en Forest Yoga. Jambo, c'est c'est quelqu'un qu'il faut à mon sens connaître, bouddhiste, taoïste, sino-vietnamien, anglais, et prof de méditation, de yoga, body worker, c'est-à-dire qu'il travaille sur le corps. Enfin, c'est
quelqu'un qui a une approche très, très holistique de la personne, de son corps et de son esprit. Donc, j'ai suivi la formation de Forest Yoga l'année dernière. Elle a été sensationnelle, vraiment géniale, une belle communauté. J'adore la communauté du yoga pour ça. Et j'avais commencé à enseigner avec Amy. D'abord, une espèce de Hatha Vinyasa où j'avais quasiment personne, j'avais que le plus souvent une élève. C'était très frustrant. Cette année-là, j'ai suivi la formation de Yoga Nidra avec toi. Le Yoga Nidra, ça a été une révélation. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où j'étais presque prête à ne plus pratiquer physiquement pour ne faire que du Yoga Nidra. Mm-hmm. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment senti que j'avais besoin d'aller au-delà de la pratique purement physique pour trouver justement cet esprit. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis engagée sur la voie du yoga, je pense. Il m'a fallu tout ce temps-là pour y arriver. Et cette voie du yoga, en fait, c'était aussi s'interroger sur qui je suis vraiment. Et j'ai découvert parce que il m'a fallu beaucoup de temps et puis que c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de remises en question parce que se découvrir, ça veut dire d'abord accepter ses défauts et ses qualités. Donc j'ai découvert que j'avais beaucoup de qualités. Et je me suis découvert une véritable passion pour les textes et une curiosité. Et cette passion, je la dois aussi à mes enseignants parce qu'en fait, c'est eux qui ils l'ont jamais fait exprès, c'était jamais fait pour ça, mais c'est eux qui m'ont guidée sur cette voie-là. Comprendre et déterminer qui on est, puis ensuite partager. Et en fait, ma voie du yoga à moi, c'est ça. Mon dharma, le pourquoi je suis là, c'est de partager. Et Jambo, à la fin de ma formation qui s'est terminée au mois de fin septembre de l'année 2020, Caro, il faut que tu fasses un podcast. Alors, il faut savoir qu'entre-temps, j'avais monté mon association de yoga pour pouvoir enseigner. Et je me suis dit, oh là là, mais je peux pas faire tout ça. C'est pas possible. Et j'avais envie en même temps. Parce que, en fait, j'avais envie de parler du yoga. Et j'écrivais déjà mon blog. Et je me suis dit, non, mais il faut que tu le fasses. Et je t'ai proposé de faire ce podcast parce que, en fait, on se met souvent à parler de plein de sujets. Et je trouve ça passionnant. J'ai pas de formation philosophique du tout. Je même détestais la philo quand j'étais au lycée. Par contre, j'adore étudier, de lire des livres. J'ai des milliers de livres à la maison. J'exagère à peine. Et je me suis dit que ça allait être un super complément et que ça pouvait apporter beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai demandé à Amar Jap, cher auditeur, Amar Jap Kaur, de faire ce podcast avec moi. Parce que, en fait, on est hyper complémentaires toutes les deux. Et vous allez nous découvrir au fur et à mesure, mais en même temps, vous allez avoir peut-être aussi différentes perceptions de ce qu'est la voie du yoga. Du coup, Amar Jap Kaur, pour toi, qu'est-ce qui t'a amené toi sur la voie du yoga? Alors moi, un peu comme toi, c'était le hasard. Donc quand j'étais étudiante, il y a quand même il y a longtemps, voilà, il y a 27 ans au moins, 26-27 ans. À l'époque, j'habitais à Paris et en fait, j'avais une amie qui était américaine. Et qui fréquentait en fait un centre de yoga qui s'appelle toujours le centre Yoga Shivananda, qui est toujours à Paris. Donc c'est un yoga assez traditionnel, c'est du hatha. Et en fait, ce qui m'a mené là-bas, c'est tout simplement que les cours à 6 heures du matin étaient gratuits. Et vu que j'avais pas un rond,
et que j'avais envie d'avoir une activité physique et spirituelle, parce que la spiritualité m'a toujours intéressée. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, c'est 6 heures du mat, mais bon, voilà, ça me permettait après d'aller en cours ou de bosser sur mes journées. Donc, j'ai commencé en fait à aller dans ce centre de yoga complètement par hasard, puisque l'idée était d'aller assister à des cours gratuits. Et en fait, alors ça m'a plu. Donc, le Shivananda, Shivananda en fait c'est le nom du maître indien qui mène, qui a apporté ce yoga en Occident. Donc les centres Shivananda sont des centres extrêmement traditionnels dans le sens où on y pratique le yoga sous toutes ses formes. Donc aussi bien les postures, les respirations, mais aussi le yoga dévotionnel. C'est très hindouiste. Les personnes qui enseignent sont des swamis. Je dirais l'équivalent, c'est un peu comme des moines. Voilà, ils ont prononcé des vœux, ils sont en orange, etc. Donc pour moi, c'était vraiment un monde tout nouveau dans lequel je suis arrivée quand j'ai commencé. Et ben, j'ai tenu bon. Donc j'ai assisté aussi aux pratiques de méditation, aux pratiques dévotionnelles, au puja. Qui sont des moments d'offrande pour les divinités hindoues. Et puis il y avait des gens sympas, c'était un milieu qui était assez ouvert, donc voilà, j'ai commencé comme ça, donc il y a 26 ou 27 ans, je sais plus, la pratique du yoga. Et donc à la question qu'est-ce que la voie du yoga, au début, je voyais ça un peu comme les voies de kung-fu, d'arts martiaux, puisque j'ai pratiqué des arts martiaux, à savoir en fait une discipline. Enfin, pour moi, ça a toujours été une discipline spirituelle, euh, puisque j'ai eu la chance en fait d'arriver dans un centre très traditionnel, et donc de ce fait-là, il n'y avait pas de comment dire, il n'y avait pas de doute sur la possibilité que ça soit quelque chose d'extrêmement spirituel, voire même, quand j'étais jeune, je pensais que c'était même religieux, parce que, bah, c'est sûr, hein, c'était pas du fitness. Les personnes qui nous enseignaient, bah, elles étaient pas, enfin, à l'époque, c'était pas des personnes hyper musclées particulièrement. Ils portaient la robe jaune, donc c'était pas, on sentait bien qu'on n'était pas dans un cours de sport en fait. Et c'est ça en fait qui m'a plu. Et qui a fait que pendant très longtemps, je pensais que le seul yoga hatha enseigné était forcément sous cette forme-là, parce que c'est extrêmement codifié, le yoga Shivananda, avec un certain nombre de postures qui doivent être exécutées dans le même ordre. Euh, et donc, après, quand j'ai fréquenté d'autres cours de yoga, je comprenais pas du tout pourquoi le prof était déjà en legging ou à moitié à poil. Je comprenais pas du tout ça. Je comprenais pas pourquoi les postures me semblaient être complètement dans le désordre. Je comprenais pas, parfois il y avait pas de respiration, donc ce dont Caroline vous a parlé. De pranayama. Oui, pardon. Oui, tout à fait. Je comprenais pas pourquoi il n'y avait pas de pranayama au début, uniquement des pranayamas sans aucune posture. Enfin bon, voilà. Donc j'étais extrêmement formaté en fait par ce yoga. Et donc j'ai pratiqué ce yoga pendant. Bah, je continue à le pratiquer, mais voilà, je l'ai vraiment pratiqué uniquement ce yoga-là pendant au moins. Je sais pas, plus de 15 ans, 15 ou 20 ans, j'ai pratiqué que celui-là. Au bout d'une dizaine d'années, j'ai commencé à l'enseigner sur les conseils de mes enseignants. Parce que alors évidemment, ils proposent une formation Shivananda propose sans doute la meilleure formation de Hatha Yoga qui se passe sur 1 mois. Mais moi, mes enseignants me disaient aussi que la notion de diplôme en yoga a peu de sens, en fait, au final. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour eux, c'est
c'est quelque chose qui a été inventé pour les Occidentaux. Alors déjà dans une vision assez mercantile de la chose, pour se faire des sous. Et puis voilà, ça valorise l'Inde. Mais moi, les enseignants que j'avais rencontrés m'expliquaient qu'en fait, la voie du yoga, telle qu'elle est pratiquée, c'est un peu comme dans le film Kung Fu, justement, avec David Carradine, c'est-à-dire qu'on suit un maître, on rencontre un maître, donc une tradition, et en fait, on va dédier sa vie à approfondir cette tradition, cette discipline, et que en fait suivre la voie du yoga, c'est ça, et que en fait à un moment ou un autre dans notre parcours, le maître va nous dire maintenant tu peux enseigner, mais c'est parce qu'il estime qu'on est prêt. Donc c'est pas forcément parce qu'on aura fait une formation de 200, 500, 1000 heures qu'on est prêt à enseigner, parce qu'en fait là, dans ces formations-là, pour eux à l'époque, c'était aussi, on apprend à faire des postures, on apprend à construire un cours, on apprend pas mal de choses, mais ce qui est important, puisque le yoga est une discipline spirituelle, le yoga, vous le savez, c'est l'union avec sa propre conscience pure et l'union du soi avec l'univers. Donc, si on est dans cette vision très spiritualiste du yoga, forcément, l'idée est que l'enseignant, donc celui qui transmet cette discipline, cette spiritualité, est lui-même prêt à le faire. Et donc ça, c'est pas l'apprentissage des postures, mais c'est en fait le travail interne de libération de sa propre conscience, de travail sur le détachement, qui va faire qu'à un moment, pour progresser, le maître va nous guider pour enseigner, mais ça ne sera qu'une étape. Donc, j'ai commencé à enseigner au bout d'une dizaine d'années, d'abord pour des amis, et ensuite pour des groupes de plus en plus larges. Donc après, j'habitais Paris, j'habitais en Nouvelle-Calédonie, j'habitais en Australie aussi. Bref, j'ai enseigné. Donc c'était au début des années 2000. Voilà, c'est ça, c'était au début des années 2000 que j'ai commencé à enseigner. Voilà, on est en 2021. Ah oui, c'est vrai que c'est comme ça, oui, bref. Et ensuite, quand je suis revenu en métropole, j'habitais Grenoble à l'époque, et j'avais fait plusieurs cours de yoga, mais ça me satisfaisait pas en tant qu'élève. Alors peut-être qu'il y avait de l'ego, mais aussi parce que moi, ça me semblait trop axé sur le corps. Il y avait, pour moi, en tout cas, c'était pas un centre de yoga avec cette dimension spirituelle, donc du coup, je m'y retrouvais pas vraiment. Et dans mon immeuble, au rez-de-chaussée, il y avait une femme un peu étrange avec un turban, qui faisait un cours alors pas de Hatha Yoga, qui faisait un cours de Kundalini Yoga. La Kundalini, je savais vaguement ce que c'était, cette énergie qui monte dans le dos, mais enfin, un podcast là-dessus. Mais je voyais pas du tout ce que c'était le Kundalini Yoga, et puis je comprenais pas très bien non plus son style vestimentaire, son style tout court, parce qu'elle avait les poils sous les bras, elle s'épilait pas, elle se maquillait pas, elle avait un turban gigantesque, être en sarouel, etc. Mais je me suis dit, je vais aller quand même à son cours. Et là, ça m'a beaucoup plu parce que du coup, c'était très axé aussi sur le chant de mantra, en dehors des postures qui étaient pas physiques dans le sens, c'était pas des postures très compliquées, mais en fait, la répétition des postures faisait qu'à un moment, en fait, on était quand même assez épuisé. Donc du coup, j'ai pas mal adhéré, même si je trouvais ça un peu bizarre, mais j'ai pas mal adhéré en fait au chant, à la méditation, au souffle, etc. Donc ça, c'était le Kundalini Yoga. Et elle m'avait demandé de la remplacer, je me souviens. Et là aussi, c'était très codifié, donc ça m'a plu, donc je l'ai remplacée un peu. Je sais plus où elle était partie, enfin c'était pas longtemps, c'était quelques cours.
Et je me suis dit, tiens, peut-être que ça a l'air assez complet. Donc, j'avais regardé des trucs sur Internet et tout. Et ça me semblait assez complet. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas enseigner ce yoga. C'est ce qui m'a poussé à faire la formation d'enseignant de Kundalini Yoga, où il y a une partie qui se passe dans un ashram. Donc, c'est un peu comme un monastère de yoga, si vous voulez. Donc voilà, j'ai fait ça. Alors sachant qu'en parallèle, depuis l'âge de 18-19 ans, en fait, je pratique la méditation bouddhiste. Aussi bien le bouddhisme tibétain que le bouddhisme japonais, j'ai pratiqué les deux. Et donc du coup, la méditation avait toujours eu une grande place en fait dans ma pratique de yoga, que ce soit donc dans la version bouddhiste, mais aussi dans la version vraiment yogique hindouiste. Et ça, c'est quelque chose que je retrouvais dans le Kundalini Yoga. Donc voilà, j'ai fait la formation. Le standard, effectivement, comme vous le disiez, Caro, c'est 200 heures en fait. En général, c'est 200 heures pour l'enseignement des postures. Donc moi aussi, je crois que ça faisait 200 heures ou 220, j'en sais rien. Enfin bon, bref, moi, c'était étalé sur un an. C'était un week-end par mois pour avoir le temps d'assimiler les concepts, etc. Et ensuite, j'ai fait une formation de yoga nidra par hasard, parce que c'était pas bien loin de chez moi. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Caro Caro. Donc le yoga nidra, c'est de la méditation, hein. Donc du coup, on s'est rencontrés là. Ça m'a plu. C'était beaucoup plus court, hein. C'était pas 200 heures. Je sais plus combien c'était. Et 35 ou 50 heures, je sais plus. Je crois que c'était 50, ouais. Donc voilà. Et parallèlement à ça, ouais, depuis une vingtaine d'années, je vais régulièrement faire des retraites spirituelles dans des ashrams, donc dans ces fameux monastères de yoga. Donc en général, j'essaie d'y aller 3-4 fois par an, soit pour faire un stage, soit juste pour faire du karma yoga. Alors on va dire que c'est du bénévolat en conscience. On peut rester en silence. J'ai fait plusieurs ashrams. Donc un ashram, en fait, c'est lié souvent à un maître spirituel, vivant ou mort, hein, peu importe. Donc j'étais à Suchivananda. Dans notre région, dans le sud, il y a celui d'Amma, qui est aussi sympa, qui pratique plus un yoga dévotionnel, donc c'est beaucoup de chants, enfin voilà. Donc voilà, ça fait aussi partie de ma voie de yoga et de ma voie spirituelle. Et donc j'enseigne le hatha, le kundalini, donc et le nidra. J'enseigne les trois. C'est un choix de ma part parce que déjà je connais les trois depuis longtemps, donc tant qu'à faire. Mais surtout parce que je veux pas. Après, j'ai ma propre voie spirituelle qui finalement mixe en fait la tradition hindouiste dans notamment les chants dévotionnels. Dans ma pratique aussi, essentiellement, je pratique le Kundalini Yoga, mais il y a des moments, comme par exemple là, on est en début d'année, j'ai plutôt envie de pratiquer du Hatha pour l'aspect vraiment très physique, de tenir les postures, d'être vraiment dans l'immobilité de la posture et non pas le mouvement. Pour moi, c'est plus difficile, donc voilà. Moi, en ce moment, j'ai envie de pratiquer ça. Et puis, bon, bien sûr, le yoga nidra et la méditation, mais après, ça, c'est complètement mon point de vue, hein. Beaucoup ne seraient pas d'accord, mais de par mon histoire personnelle aussi, ça m'intéresse pas d'être clivante et de dire qu'il y a un seul yoga qui mène à la réalisation. Pour moi, tous mènent. Donc, on peut choisir de choisir qu'une seule tradition et de l'approfondir au maximum. Comme on peut, et ça c'est mon cas, choisir, mais bon, c'est vrai que après ça fait vraiment longtemps que je pratique, hein. Pardon, mais choisir de pratiquer chacune on va dire, à des moments différents de la journée, dans ma sadhana, donc dans ma pratique spirituelle, dans ma discipline spirituelle, je choisis de pratiquer parfois du hatha, parfois du kundalini, parfois que des chants, parfois des postures, parfois que des respirations.
parce que je me connecte à mon intuition et ça, moi en tout cas, ça correspond à ce qui me semble être mon dharma, c'est-à-dire ma discipline spirituelle est multiple. Et je vais dire, je l'assume, oui. Donc ça peut être déroutant pour certains, mais en tout cas, moi, j'en suis là. Voilà, moi, j'en suis là. J'ai pratiqué chacune des disciplines spécifiquement pendant des années. Aujourd'hui, au bout de 26-27 ans de pratique, je ne veux exclure aucune de ces deux disciplines majeures que sont la voie du hatha, parce que le nidra est une méditation, mais qui vient d'un disciple en fait de Shivananda. Donc, je ne peux pas mettre de côté cet aspect hindouiste, ni le Kundalini Yoga, qui lui est un yoga qui est à l'instar de la plupart des yogas qui sont eux plutôt hindouistes, voire en tout cas de tradition hindouiste par leur maître. Le maître de Kundalini Yoga était sikh, donc les mantras sont plutôt dans la langue des sikhs, c'est-à-dire en Gurmukhi, etc. Donc moi personnellement, je pratique ce que les divinités, ce que l'univers m'enseigne, puisque je considère que tout est un outil et que je ne vais pas utiliser qu'un seul outil pour me réaliser. Voilà. J'aime beaucoup ce que tu as dit sur la voie du yoga, parce que je pense que sur les parcours, le tien en yoga est beaucoup plus long que le mien, parce que moi j'ai commencé qu'en 2004 à faire du yoga. 2014, à chaque fois je me trompe. Par contre, ce qui est intéressant, c'est dans nos itinéraires à chacune, en fait, ce qu'on vient de dire, c'est que c'est pas une, mais des voies du yoga, ou plutôt que c'est une voie du yoga qui emprunte, qui fait un mélange de beaucoup de choses, une grande ouverture. La voie du yoga, on pourrait la résumer presque à une grande ouverture. Il n'y a pas de bon et de mauvais yoga. Chacun en fait choisit ou ne choisit pas d'ailleurs, parce que des fois c'est pas un choix conscient de suivre ce chemin-là. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le lien, la prégnance avec la modernité. Je veux dire, on n'habite pas en Inde. Je n'ai pas baigné dans une éducation où la spiritualité indienne, hindoue, était présente, pas du tout. Et moi, je suis toujours restée en France, en plus en Occident, et j'ai pas eu des professeurs traditionnels de yoga, ce qu'on appelle le yoga traditionnel. Mais je me sens pas enfermée non plus dans un style. C'est ça que je veux dire, c'est que en fait, chacun est complètement libre de vivre ses styles de yoga, notamment tout ce qui est pratique physique, de la façon dont il a envie de le suivre. Et ce qui est bien, c'est de s'écouter. En définitive, peut-être qu'on pourrait définir la voie du yoga par cette ouverture à l'écoute de soi et de qui l'on est vraiment. Et je pense que il n'y a pas une forme définitive. On évolue, peut-être parce qu'on ne se découvre pas tout de suite, ou peut-être parce qu'aussi on évolue avec son temps. Je veux dire, on est inscrit dans une société, dans un contexte. Par exemple, l'année qu'on vient de finir nous a obligés à s'inventer. On a toutes les deux suivi des formations profs de yoga. Pour autant, c'est peut-être pas ce qui nous a. On enseigne toutes les deux de façon complètement différente. On n'enseigne pas les mêmes choses et on n'a pas le même public non plus. Et je crois que c'est ça la voie du yoga. C'est en fait cette possibilité, c'est cette connaissance de soi, ou en tout cas la recherche de la connaissance de soi en étant le plus ouvert possible. Et oui, voilà. Et pourquoi vivre la voie du yoga? Qu'en penses-tu, toi, Marjab Kaur? Pourquoi vivre la voie du yoga?
Ah ouais, je pensais que c'était pourquoi vivre, point d'interrogation. Question, genre une autre question. Pourquoi vivre la voie du yoga? Alors, ce que j'ai pas dit, qui a vaguement son importance, c'est que moi j'ai un master 2, donc c'est un DEA en fait en philosophie, donc en philosophie tout court, française, que j'ai fait à la fac, en langage et cognition. Moi, je travaillais sur mon sujet de recherche, je sais pas si c'est toujours le même d'ailleurs, ça n'a pas trop changé, c'est toujours la perception. Et de ce fait-là, autant Caro, c'est beaucoup la curiosité qui l'a mené à aller lire les textes pour les approfondir, les textes voilà, de yoga. D'ailleurs, on fera un podcast là-dessus, mais moi, c'est... Alors oui, il y a la curiosité, oui, quand même. Et puis bon, après, dans les formations, en général, on aborde quelques grands textes. Mais ma formation a fait que forcément, moi aussi, je vais aller essayer de comprendre l'essence de la voie que je pratique. Et donc, à la question pourquoi vivre la voie, c'est ça, hein, c'était pourquoi vivre le yoga? Oui. Oui, pourquoi vivre la voie du yoga? Eh ben, pour répondre à cette question en profondeur, donc pour ne pas être dans l'altération de ma propre perception, du coup, moi, j'ai effectivement aussi lu les textes. Enfin, pas tous, carrément pas tous. Hein, je suis beaucoup plus flemmarde que Caro, hein, je vous le dis. Oui, j'ai pas tout lu. Chers amis. Mais du coup, moi, je me suis intéressée au tantrisme. Parce que le Kundalini Yoga et le Yoga Nidra sont des yogas tantriques. Et je comprenais pas déjà ce que ça voulait dire, mais ça, on vous expliquera. Oui. Je comprenais pas très bien ce que ça voulait dire, mais je voyais bien qu'il y avait quand même une sacrée différence entre un cours traditionnel de Hatha Yoga et un cours de Kundalini ou de Nidra où il y avait une dimension, de prime abord, ça avait l'air quand même sacrément perché, quoi. Et je comprenais pas pourquoi ou comment c'était possible. Et donc, en allant chercher dans les textes, j'ai compris en fait pourquoi. Parce qu'en fait, il y a une dimension de conscience. Enfin, après, c'est pas maintenant aujourd'hui que je vais vous expliquer, qu'on va vous expliquer ce qu'est le tantrisme, mais il y a une dimension de la conscience et du sacré et on va dire de la spiritualité qui est légèrement différente par rapport aux voies plus traditionnelles hindouistes comme le hatha. Et donc, les textes, quand on va dedans, sont une source inaltérable de compréhension, en fait, de cette quête. Parce que finalement, en fait, pourquoi vivre la voie du yoga? J'irais plus loin que pourquoi vivre, je dirais pourquoi se l'infliger, en fait. Parce que franchement, bon, je pense que vous avez compris, hein, il s'agit que suivre la voie du yoga, c'est pas juste aller à un cours une fois par semaine, hein, ça impacte en fait l'intégralité de notre vie, aussi bien nos relations aux autres, notre relation à nous-mêmes, que les choix qu'on va faire. Dans une certaine mesure, hein, ça veut pas dire lâcher son boulot et aller vivre dans une grotte, mais bon, c'est même plus difficile finalement de rester dans notre monde tel qu'il est et d'être toujours dans la spiritualité. Et donc du coup, pourquoi se l'infliger? C'est donc cette quête, parce qu'on a toujours l'impression qu'on est à la recherche de quelque chose, un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, Frodon là, il cherche cet anneau sur des épisodes, et puis une fois il l'a trouvé, alors il le porte, c'est lourd, c'est compliqué, on se demande, voilà. Et en plus c'est vrai, c'est un bon parallèle, mine de rien, parce que il porte l'anneau, mais il le porte pendant les 3 épisodes en fait, enfin les trois films. Et on se dit mais pourquoi il le jette pas en fait? Parce que ça lui fait mal, c'est compliqué, il se dispute avec son copain. Et puis il y a Gollum, et puis ça lui fait faire des aventures, ça le fait aller très loin en fait de la comté, très très loin. Dans une région où
clairement, aucun petit hobbit n'a été, en fait. Et pourtant, il poursuit sa quête. Eh ben, le yoga, la voie du yoga, pour moi, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que une fois qu'on a compris toute la dimension du yoga, il y a toujours un instant ou un moment où on se dit waouh, c'est énorme parce qu'en fait, il faut être dans le détachement. On nous recommande le détachement, on nous recommande une forme d'ascèse alimentaire dans les relations à l'autre, dans les relations sexuelles, dans tout. Enfin bon, ça a l'air hyper lourd en fait. Et on continue quand même. On n'a pas rejeté l'anneau. Hein. On l'a pas jeté. Parce qu'on sait que c'est précieux. C'est mon précieux. J'en dis des bêtises. Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et c'est ce qui fait que beaucoup de maîtres vous diront ce qui est le plus important, c'est le chemin. C'est pas l'objectif, c'est pas le but. Bon, alors le but, c'est la libération de la conscience pure. Et c'est le chemin qui y mène qui est plus important. Mais pour le coup, effectivement, puisque le chemin est en fait une juxtaposition d'expérience, de vie, et donc en fait de confrontation entre la théorie, l'enseignement, quel que soit le maître ou le texte auquel vous allez vous référer, ou la tradition, et la vie réelle. Parce qu'il est évidemment plus facile d'entrer en méditation, d'être calme, d'être serein, rempli d'amour dans un lieu, imaginons dans la nature, avec que des personnes très douces, très gentilles, ou même seules, que dans notre quotidien, en allant travailler le matin, en emmenant les enfants à l'école, en pensant aux impôts et en étant en plein confinement, bon, c'est sûr. Mais ce qui est important, c'est le chemin. Donc finalement, c'est plus défiant, et enfin, je veux dire, il y a plus de challenge à suivre la voie du yoga dans ce contexte-là, déjà, il me semble. Et par ailleurs, l'objectif restant toujours cette libération de la conscience, c'est cette confrontation à l'autre, l'autre, c'est-à-dire celui avec lequel on va interagir, qui va, si on le fait en conscience, bon là on est un peu dans un truc tantrique, mais c'est vrai, si on le fait en conscience, d'un coup, on va prendre conscience aussi de nos limites, des choses qu'il faut qu'on travaille. Donc, pourquoi vivre la voie du yoga? Parce que du coup, on s'ennuie jamais. Eh ben non, on s'ennuie pas parce que bon, si chaque moment entre le chat qui miaule, le mari qui comprend rien, les enfants qui sont à l'arrache, bref, on est sur ce chemin, donc on est tout de même, quoi qu'il arrive, sur la voie de l'amélioration par le yoga dans sa dimension spirituelle est un outil fantastique en fait pour cheminer, parce que sinon on est désarmé, on est à poil et bon. Il se passe pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de transformations possibles, tandis que là, on peut que faire mieux, en fait. On peut que être dans l'amélioration et de plus en plus aller dans le cœur, en fait, de l'enseignement, quelle qu'en soit sa forme. Voilà. Donc c'est pour ça que on choisit aussi d'avoir une discipline spirituelle qu'on appelle sadhana. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va articuler en fait notre mental. Idéalement, on fait ça le matin, donc articuler au passage aussi notre journée. Donc, ça peut sembler chiant et fou de faire tous les matins du yoga, peu importe la forme, ça vous l'aurez compris. Mais voilà en fait un premier pas dans notre journée qui est dédié finalement à soi. Et donc, ça veut dire aussi psychologiquement décider que la chose la plus importante de la journée par laquelle on va commencer, c'est son bien-être personnel, c'est-à-dire mon moi le plus profond, c'est-à-dire ma conscience pure. C'est ce qui a le plus d'importance dans cette vie. Et en choisissant de faire ça, ça veut dire que c'est plus important qu'allumer la télé, plus important que de fumer une clope. C'est soi.
Et ça peut sembler égocentrique pour un regard occidental, pour des raisons que nous évoquerons, bien évidemment. Mais finalement, être égocentrique, c'est pas forcément mal. Ça veut dire juste que je comprends que je suis la source. Et donc, si moi je suis bien, donc je suis dans la capacité d'avoir des relations justes avec les gens. Voilà. J'en terminerai par là. Caro, une pensée à ce Moi, je m'éclate sur la voie du yoga. Je crois que je résumerai comme ça. Voilà. C'est, j'y rencontre des gens fantastiques. Je me découvre. J'apprends énormément. Et en même temps, j'y suis bien. J'y suis bien et en fait, je me pose presque pas la question. En fait, c'est quand on fait ce genre d'épisode ou quand on écrit à ce propos qu'on y réfléchit vraiment de façon consciente. Moi, je dirais que j'agis peut-être un peu plus inconsciemment par rapport à ça, mais j'adhère complètement à tout ce que tu as dit. Complètement. C'est exactement ça. C'est un cheminement. C'est son propre chemin. C'est soi, c'est pas les autres. Et effectivement, ça peut s'articuler. Enfin, je trouve que ça peut s'articuler avec la vie qu'on mène d'aujourd'hui, qui est pas tout le temps facile, sans être à 100% prof de yoga. Moi, ce n'est pas ma profession. J'ai un autre métier. Et il faut juste réussir parfois à jongler un peu avec son emploi du temps, mais effectivement le matin c'est dédié à soi, voilà. Et ouais, c'est rare que je m'ennuie en yoga, sur le chemin du yoga, sur la voie du yoga, et j'ai même plutôt l'impression de vraiment m'exprimer. J'ai pas encore peut-être complètement trouvé. Mais en tout cas, voilà, j'exprime qui je suis. C'est magnifique. Je crois. Caro. C'est magnifique ce que tu dis. Oui. Et merci. Effectivement, nous allons terminer sur ces belles paroles pleines d'inspiration. Oui. Et j'espère que ça vous a plu, que ça permet de nourrir votre propre réflexion sur votre voie du yoga à vous. Et je crois qu'on peut dire qu'on souhaite une bonne journée à nos auditeurs. Tout à fait, bonne journée, chers amis, et à la prochaine. Au revoir.